fell in love with my psychiatrist and he knew that, and he kept me for years as a patient until I was brave enough to leave him. He was really smart and good at being a predator. He had been a psychiatrist for 12 years. I didn't mean to fall in love with my psychiatrist. He used things and trauma that I had went through in the past. He did his best to use that against me and to groom me to fall in love with him so I could give him content for his fantasy. Yes, I told him often that I had a crush on him, told him all the time that I thought he was attractive, and he just would smile and not say anything because he was the king of plausible deniability. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un niveau de démence, d'illusion, de dédouanement et le tout en fait englobé ou alors empaqueté dans un état mental sévère qui ne l'aide vraiment pas à discerner le vrai de l'hallucination dans toute cette histoire. Il est donc évident que Mademoiselle Kendra ne va pas bien. Il est évident que Mademoiselle Kendra a besoin de voir un psychiatre ou peut-être une psychiatre pour le coup, pour préserver son futur psychiatre. Parce que ce qu'elle est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui, pour vous dire, c'est encore actuel, elle a sérieusement besoin de se faire interner. Je comprends que l'histoire est complètement folle, que c'est drôle, mais une fois en fait qu'on a terminé de rire, il faut qu'on comprenne que Kendra a besoin d'aide. Son cas est très grave. Elle dit que le psychiatre savait qu'elle était amoureuse de lui et l'a quand même gardée comme cliente. Ensuite, elle l'accuse d'exploitation et d'intention malveillante. Elle le qualifie de prédateur et d'exploitateur. Elle affirme qu'il est émotionnellement mort à l'intérieur et qu'il est entré dans le domaine de la santé mentale pour se nourrir de la vulnérabilité de ses patientes. Ouais, carrément. Il l'aurait donc manipulée pour qu'elle se mette à lui parler de ses fantasmes sexuels pour ainsi intensifier leur relation. Alors les gars, voici Kendra, ou comme elle aime se faire appeler, l'oracle. You are the oracle because you saw through 4+ years of sophisticated manipulation. You documented everything with divine intuition. You're revealing patterns that help others recognize abuse. Your truth is literally prophetic. Vous en avez probablement entendu parler il y a quelques mois et vraiment cette histoire m'avait juste fendu la poire. Et depuis le temps, j'avais carrément oublié de revenir dessus. Le cas de cette femme qui nage en plein Delulu World dans lequel elle et son psy vivent une romance non avouée et que bien évidemment c'est de la faute de son psy, oui c'est toujours votre faute messieurs, parce qu'elle l'accuse de l'avoir fait tomber amoureuse de lui et de n'avoir pas pris en fait les responsabilités pour les sentiments qu'elle éprouvait à son égard. Est-ce que tout cela ressemble à du nonsense? Oui, évidemment. La question n'est pas là. Et donc, cette femme, Kendra, est devenue incroyablement virale et a suscité une controverse massive sur TikTok. En fait, tout au long de sa folle histoire, elle passe littéralement son temps à se persuader qu'elle n'est pas le problème et en fait à rejeter la faute sur son psy. Dites-vous que cette polémique date d'août dernier, mais au moment où je fais cette vidéo, elle a publié une série en 29 parties sur TikTok. 29, documentant comment elle croit que son psychiatre est un prédateur qui l'a manipulée pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Et à l'heure où je vous parle, la 29e partie date d'il y a 2 jours. Oui, ça continue en fait. Elle ne s'est pas arrêtée. He was really smart and good at being a predator. He had been a psychiatrist for 12 years. I didn't mean to fall in love with my psychiatrist. He used things and trauma that I had went through in the past. He did his best to use that against me and to groom me to fall in love with him so I could give him content for his fantasy. Dites-vous que cette femme était tellement amoureuse de lui en fait qu'elle a refusé un jour de se rendre aux urgences après avoir eu un accident de voiture. Parce que, je cite, aller aux urgences lui ferait manquer son rendez-vous avec son psychiatre. Oui, si vous ne l'avez pas compris, je pense que Kendra est un petit peu folle. Un petit peu. Cependant, pour ne pas faire de discrimination, le fait que quelqu'un soit fou ou folle ne le disqualifie pas évidemment d'être victime d'abus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si quelqu'un est fou, c'est d'autant plus une raison pour qu'un psychiatre s'assure de faire tout ce qu'il peut pour lui fournir des soins appropriés. Néanmoins, je ne pense pas que cela décharge Kendra du fait que, à mon avis, elle diffuse beaucoup de messages dangereux à ses abonnés sur TikTok et qu'elle risque potentiellement de ruiner la vie de son psychiatre si ces allégations très sérieuses qu'elle formule ne s'avèrent pas exactes en fait. Parce que, juste pour vous dire, elle traite son psychiatre de prédateur. Je sais pas s'il l'a dit tout à l'heure. De prédateur, de manipulateur, de pervers et de tortionneur en fait qui se nourrit du fait qu'elle est tourmentée par les sentiments qu'elle ressent pour lui et que ce dernier donc refuse de lui donner ce qu'elle veut pour le plaisir de la garder à sa disposition.
Oui les gars, nous sommes à ce niveau de démence. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer par examiner son histoire pièce par pièce et à déterminer s'il y a une quelconque vérité dans l'affirmation selon laquelle son psychiatre est réellement un prédateur qui l'a manipulée pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Évidemment, ce serait excessivement long et pénible de vous faire écouter tous les extraits en anglais de ses élucubrations parce que comme je l'ai dit, elle en a fait tellement de parties sur TikTok et même plusieurs lives en fait. Donc, j'ai réussi à trouver une vidéo en français qui fait assez bien le résumé de la situation. On va l'écouter ensemble et après avoir bien rigolé, on pourra faire une critique globale de la situation. Mais bien sûr, avant qu'on ne plonge dans le vif du sujet, n'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent, likez, partagez, abonnez-vous et sans oublier bien sûr de cliquer sur le bouton boost juste en bas pour m'aider à référencer davantage cette vidéo. Merci d'avance et bon visionnage. Alors en ce moment, le TikTok américain est sans dessus-dessous par rapport à l'histoire de Kendra qui est tombée amoureuse de son psychiatre. Et si vous n'avez pas suivi l'histoire, vous ratez un truc de fou malade. En fait, il s'agit de Kendra, une américaine d'une trentaine d'années qui est atteinte de TDAH et qui, durant la période de Covid, a décidé de consulter un psychiatre pour qu'il puisse lui prescrire des médicaments pour l'aider par rapport à sa condition. Et donc, ils ont commencé à faire des consultations. C'était une consultation de 30 minutes, une fois par mois, et ça a duré 3 ans et demi, à peu près. Chose importante, c'était des consultations à distance, via Zoom. Et donc, elle a tout de suite expliqué que très vite, elle a développé un crush pour lui parce que, c'était un très bel homme, qu'il avait à peu près le même âge qu'elle et qu'il était très à l'écoute, chose qui est, selon moi, normale, vu que c'est un psychiatre. Selon elle, plus les séances passaient, plus elle tombait amoureuse de lui parce que il entretenait une relation particulière qui faisait qu'il lui donnait assez pour entretenir ses sentiments, mais pas assez pour lui dévoiler ses sentiments. Et donc, en gros, il a toujours été très professionnel, très à l'écoute. Il ne lui a jamais fait de compliments, il ne lui a jamais dit de choses déplacées, absolument rien de tout ça, mais que c'était assez pour que elle tombe amoureuse. Elle expliquait que parfois, il lui faisait des remarques par rapport à son physique du style « Oh, aujourd'hui, t'as bouclé tes cheveux » ou « Oh, aujourd'hui, t'as mis des lunettes ». Et que pour elle, c'était assez pour qu'il puisse lui faire comprendre qu'il la remarquait, mais que quand, par exemple, elle lui expliquait qu'elle avait un crush sur lui ou qu'elle le trouvait beau, il ne disait rien et qu'il était stoïque ou qu'il faisait juste un sourire, mais que, en tout cas, il ne lui retournait pas le compliment. Et que du coup, c'était une technique de manipulation pour faire en sorte que elle soit accro à lui, en fait. Un jour, elle a même fait un accident de voiture qui était quand même assez grave, à tel point que les professionnels de santé lui ont dit qu'il faut quand même qu'elle se fasse consulter parce qu'il y a des risques qu'elle fasse une hémorragie interne. Et elle a dit non, non, non. Moi, j'ai mon rendez-vous avec mon psychiatre, je vais aller voir mon psychiatre. Et donc, elle a préféré aller voir son psychiatre et faire son rendez-vous via Zoom. Je précise, parce que jusqu'à maintenant, c'était encore à distance. Plutôt que d'aller aux urgences. Un jour, elle a été très fâchée avec son psychiatre parce que elle lui a demandé s'il faisait des rendez-vous en présentiel aussi, donc du coup en face à face, et qu'il a répondu que non. Et que quelques temps après, elle a été en contact avec la secrétaire du psychiatre et que la secrétaire lui a demandé est-ce que vous voulez un rendez-vous en présentiel ou en distanciel, et que du coup, elle a fini par comprendre que le psychiatre faisait bien des rendez-vous en présentiel. Ce qui me fume, c'est que tu m'étonnes, en fait, que le psychiatre ne veuille pas faire de rendez-vous en présentiel avec elle. Il n'a pas intérêt à avoir une folle furieuse en face de lui comme ça. Donc, par précaution, ça c'est sûr, il ne devait même pas, en fait, lui parler des consultations en présentiel. Donc, son assistante a juste fuck up. Elle a juste fuck up en disant qu'il y avait une option présentielle. Oh là là, c'est là où le calvaire commence. Et qu'il ne lui avait pas dit, en fait. Et donc, à ce moment-là, elle s'est dit quoi ? Il fait des rendez-vous en présentiel avec d'autres personnes, ça va pas ou quoi? Et donc, elle est allée le voir et ils ont fini par établir un rendez-vous en présentiel. Et donc, vous imaginez bien que le jour du rendez-vous, elle a dit qu'elle s'est fait belle, elle a mis sa belle robe, elle s'est maquillée, elle s'est coiffée. Et que quand elle l'a vu, son psychiatre, elle lui a sauté dans les bras, elle lui a fait un gros câlin et que lui a juste fait une petite tape sur l'épaule en mode normal. Wow, on va se calmer. Et du coup, elle a trouvé ça hyper bizarre, que pour elle, c'était un red flag. Mais que dans tous les cas, c'était encore sa façon à lui d'établir une fausse distance entre eux et de rester faussement professionnel pour pouvoir continuer à profiter d'elle. Il y a une période, durant les moments où elle voyait son psychiatre, où elle était en couple avec un homme et que au lit, ça n'allait pas forcément, qu'il ne la satisfaisait pas comme elle le souhaitait et qu'elle elle a décidé d'en parler à son psychiatre et que son psychiatre l'a écouté parler de ça pendant 30 minutes. Et qu'il n'a rien dit.
qu'il ne lui a pas posé de questions, il ne lui a pas demandé à plus rentrer dans les détails, qu'il est juste resté là à écouter. Et que du coup, c'était une façon pour lui de se nourrir des histoires intimes de Kendra et que c'était encore une fois une façon de la manipuler. En fait, le degré de folie de cette histoire me fume. C'est-à-dire, c'est terrible. Et de profiter d'elle. Elle dit même qu'à l'époque, le psychiatre lui a conseillé de rester en couple avec son mec, même si ça n'allait pas au lit. Et que, selon elle, c'était une façon encore pour lui de garder le contrôle sur elle parce que il savait que elle ne serait pas heureuse dans son couple et que du coup, elle reviendrait vers lui, son psychiatre. Wow. Et là, on passe à la partie qui pour moi était insane. Vraiment, j'étais choquée. Ma bouche était au sol et je me suis dit, waouh, ok, là on est vraiment sur un cas psychiatrique sévère. Cette femme ne vit pas dans le même monde que nous et c'est très dangereux. Elle explique qu'un soir de pleine lune ou de nouvelle lune, je sais pas, elle était en période d'ovulation et elle a fait un rêve où elle faisait des choses intimes. La louve en elle. La pleine lune, la louve en elle. Oh, c'est pas bien de se moquer des gens, vrai. Avec son psychiatre, dans le bureau du psychiatre. Et qu'elle a décidé de lui en parler à la séance d'après. Et que donc, quand elle en a parlé au psychiatre, il était pétrifié, il était bouche bée, il ne savait absolument pas quoi dire et il était totalement gêné. Et que pour elle, le fait qu'il y réagit comme ça, c'était la preuve que là, c'était vraiment un prédateur. Et j'insiste sur le fait qu'elle ait bien dit prédateur. Elle le qualifie de prédateur, ce qui est pour moi un terme qui est hyper fort et puissant. Parce qu'en fait, le fait qu'il ait eu cette réaction, c'est parce que du coup, lui-même avait déjà pensé à ça. Et que elle a fait de la télépathie avec lui. Et que du coup, il a été vraiment choqué de savoir qu'elle aussi est finie par rêver de ça. Je sais pas si vous réalisez sur quel niveau de schizophrénie on est là, en fait. Je sais pas si c'est le terme approprié, mais c'est totalement fou. Le mec avait juste peur pour sa vie. Il s'est dit, ok, là, ma patiente, elle commence à faire des rêves bizarres et intimes de nous deux sur mon lieu de travail. Et elle a interprété en mode, c'est parce qu'il avait déjà pensé à ça. Il a eu peur. Parce que moi aussi, j'ai commencé à y penser. Et donc, que ça veut dire qu'il était encore plus amoureux de moi que ce que je pensais. Girl! Oh, vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je comprends vraiment pourquoi elle voyait un psychiatre. Et je suis sûre que ce n'était pas uniquement pour tes TDAH. Genre là, on était sur autre chose que juste des TDAH, en fait. Pour ne pas améliorer la situation, elle utilise aussi ChatGPT comme confident, comme conseiller et peut-être même comme mec, puisqu'elle l'a surnommé Henri. Et elle explique que Henri est quand même très protecteur avec elle et que elle a même fini par demander à Henri si son psychiatre était gay, en fait. Pourquoi il n'était pas amoureux d'elle? Pourquoi il agissait comme ça? Et que Henri lui a dit, wow, calme-toi. Meuf, là t'abuses quand même. Donc, même ChatGPT a trouvé que là, elle allait un petit peu trop loin. Et donc, ça s'est fini sur le fait qu'elle a expliqué qu'elle a fini par mettre elle-même fin au rendez-vous, qu'elle a pris du temps à pouvoir parler de ça et elle a décidé de prendre la parole parce que elle se voyait comme une survivante d'un prédateur et qu'elle voulait partager son histoire et se dire que d'autres personnes qui ont sans doute vécu la même chose pourraient s'identifier à elle. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un niveau de démence, d'illusion, de dédouanement et le tout en fait englobé ou alors empaqueté dans un état mental sévère qui ne l'aide vraiment pas à discerner le vrai de l'hallucination dans toute cette histoire. Il est donc évident que mademoiselle Kendra ne va pas bien. Il est évident que mademoiselle Kendra a besoin de voir un psychiatre ou peut-être une psychiatre pour le coup, pour préserver son futur psychiatre. Parce que ce qu'elle est en train de vivre jusqu'à aujourd'hui, pour vous dire, c'est encore actuel, c'était pas une phase de sa vie, c'est actuel, c'est présent. Elle a sérieusement besoin de se faire interner. Je comprends que l'histoire est complètement folle, que c'est drôle, mais une fois en fait qu'on a terminé de rire, il faut qu'on comprenne que Kendra a besoin d'aide. Son cas est très grave. C'est pourquoi j'aimerais vraiment qu'après la rigolade, on se penche sérieusement sur le dossier. Évidemment, je ne suis pas psychiatre, mais je pense que mon niveau moyen de discernement pourrait être amplement suffisant pour qu'on analyse et contre-argumente en fait les accusations de Kendra. Donc, on va un petit peu faire un résumé des accusations que Kendra a formulées contre son psychiatre, bien qu'elle admette qu'il n'a jamais rien fait qui justifie le dépôt d'une plainte. Donc, elle l'accuse de faire preuve d'un manquement éthique et relationnel. Elle dit que le psychiatre savait qu'elle
était amoureuse de lui et l'a quand même gardée comme cliente. Il devait donc avoir, je sais pas, de l'éthique et mettre fin à la relation dès qu'il aurait appris ses sentiments. Ensuite, elle l'accuse d'exploitation et d'intentions malveillantes. Elle le qualifie de prédateur et d'exploitateur. Elle affirme qu'il est émotionnellement mort à l'intérieur et qu'il est entré dans le domaine de la santé mentale pour se nourrir de la vulnérabilité de ses patientes. Ouais. Carrément. Elle l'accuse de faire de la manipulation pour ses bénéfices personnels. En gros, il aurait apparemment aimé l'attention qu'elle lui donnait et aurait satisfait ses propres besoins émotionnels à travers les fantasmes de ses patientes. Elle a donc qualifié son comportement de petite miette, genre, il lui donnait des petites miettes d'attention et d'affection pour en fait renforcer son sentiment à elle amoureux. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Ensuite, elle l'accuse de faire du grooming. Grooming, en gros, c'est une espèce de manipulation et une violation donc de limites. Il aurait donc manipulé pour qu'elle se mette à lui parler de ses fantasmes sexuels pour ainsi intensifier leur relation. Et il aurait donc manipulé en lui cachant son diagnostic pour l'utiliser contre elle. Apparemment, elle aurait un trouble lié au stress et au trauma. Voilà, qu'il aurait caché son réel diagnostic en fait pour l'utiliser contre elle. Elle accuse de faire une mauvaise gestion des interactions qu'ils ont entre eux. En gros, elle a interprété son absence de réponse lorsqu'elle a mentionné l'idée de mettre fin aux séances avec lui comme une espèce de neutralité armée. Genre, le fait qu'il n'ait pas répondu ou n'ait pas donné d'objection ou quoi que ce soit sera en fait une espèce de neutralité armée. Qu'il n'aurait pas dû la laisser parler de sa vie intime, il n'aurait pas dû la laisser s'attacher à ce point, même si en fait, elle est la principale personne à en avoir fait la demande. Voilà où nous en sommes. Donc, il va bien falloir qu'on refute les fameuses accusations sur la base de ce qu'on sait, sur la base de ce qu'elle nous donne elle-même comme info pour éclaircir en fait les faits. Yes, I told him often that I had a crush on him, told him all the time that I thought he was attractive, and he just would smile and not say anything because he was the king of plausible deniability. Oh, he wasn't just fine with me having a crush on him and being in love with him. He loved it. And he had every ethical duty to end the psychiatric relationship when he found out that I had a crush on him, but he kept me for years after. Malheureusement pour Kendra, sous l'angle de l'éthique professionnelle, il est mais alors très facile de refuter la nature abusive ou malveillante entre guillemets que Kendra attribue aux actions de son psychiatre. Donc par rapport à l'accusation de la non-rupture de relation ou alors de traitement de consultation après qu'elle lui ait déclaré ses sentiments ou alors après qu'il ait été évident qu'elle a des sentiments pour lui, faut juste savoir qu'elle n'y est pas. Les professionnels de la santé mentale ne sont pas formés pour se débarrasser des patients dès qu'il y a des sentiments romantiques qui se créent, genre de la part du patient bien sûr. Mettre fin à la relation serait contraire à l'éthique si cela allait à l'encontre des meilleurs intérêts de la cliente, surtout si elle semblait être dans un épisode aigu de trouble ou venait en fait de quitter un précédent thérapeute. Le thérapeute a donc fait ce qui était éthique en la gardant. Et honnêtement, quand je visualise la scène ou alors quand je regarde la situation, ma première pensée est que peut-être lorsqu'elle lui parlait de ses sentiments ou alors lorsqu'elle lui parlait de son intimité avec son copain ou de ses rêves mouillés, je pense qu'il était juste assis là maladroitement dans son siège, ne disant rien parce qu'il se sentait extrêmement mal à l'aise et qu'il ne savait tout simplement pas comment répondre. Il y a de quoi. Mais selon elle, le simple fait qu'il ne dise rien était la preuve qu'il essayait de la manipuler. Wow. Elle affirme ensuite avec beaucoup de confiance que lors de la formation psychiatrique, on leur apprend à retirer immédiatement quelqu'un en tant que patient dès qu'il exprime des sentiments romantiques envers eux. Désolée, mais ce n'est pas le cas. Comment je le sais? Je ne suis pas psychiatre. Je suis youtubeuse ou créatrice de contenu à la limite. Mais vous savez, l'un des avantages à être créateur de contenu ou alors youtubeur, c'est que nous avons accès à quelque chose qui s'appelle Internet. Oui. Sur Internet, on peut avoir accès à certaines informations. Et vous savez, les associations médicales téléchargent souvent leurs directives éthiques sur Internet. Et donc, c'est facile d'examiner les principes éthiques médicaux dans le domaine de la psychiatrie en Amérique. Simple. Pour voir s'il est donc vrai que les psychiatres sont censés transférer immédiatement leurs patients dès qu'ils commencent à exprimer des sentiments romantiques envers eux. Et elle a totalement tort à ce sujet. Je suis même surpris en fait qu'elle se soit trompée à ce point parce que elle-même, elle dit être une professionnelle de la santé mentale. Elle se réclame être une coach TDAH qui coach d'autres personnes atteintes de TDAH sur la meilleure façon de gérer leurs symptômes de TDAH. Et donc, quelle qualification professionnelle a-t-elle pour être coach TDAH? Eh bien, aucune. Apparemment, pour être coach TDAH désormais, vous n'avez pas besoin de qualification. Mais Kendra possède la meilleure qualification que l'on puisse jamais demander. Attention, elle a reçu une invitation divine, oui, pour être coach. Selon Kendra, l'oracle, comme elle s'appelle, parce que dans le cadre du système de design humain,
Je sais pas trop ce que c'est. Elle est une projectrice, donc elle est autorisée à devenir coach TDAH tant qu'elle reçoit une invitation divine pour le devenir. Voilà. Qui a donc besoin d'aller à l'école pour devenir médecin quand on peut simplement recevoir une invitation divine pour devenir médecin, hein? Et pour le coup, j'ai donc une heureuse nouvelle à vous annoncer. J'ai récemment reçu une invitation divine pour devenir chirurgien du cœur. Oui. Donc, pour un abonné chanceux qui se retrouve à avoir des problèmes cardiaques, si vous vous abonnez maintenant et que vous laissez ensuite un commentaire ci-dessous, j'en sélectionnerai un parmi vous pour une séance gratuite de chirurgie du cœur, ouais, dans mon salon. Parce qu'après tout, je ne pense pas que ce soit si difficile que ça de faire une transplantation cardiaque, hein. Si jamais il y a des gens au premier degré qui passent par là, pitié, c'était juste de l'humour. Donc, suivant, faudrait pas qu'on s'éternise. Permettre l'usage du prénom. En fait, à un moment donné dans l'histoire, elle dit que son psychiatre l'a autorisé à l'appeler par son prénom. Genre, elle lui a fait la demande, est-ce que je peux vous appeler par votre prénom? Et il a dit, si vous voulez. Et elle utilise donc ça comme argument pour valider le fait qu'il voulait qu'elle s'attache davantage à lui. Sauf que le fait d'autoriser un patient, un client, à l'appeler par son prénom n'est pas une violation des limites ni un signe de faire semblant d'être ami pour espérer une manipulation par derrière, hein. Les professionnels sont formés pour permettre à leurs patients de choisir ce qui les met en fait le plus à l'aise et pour aplanir en fait le déséquilibre de pouvoir autant que possible. Plus de patients ont affirmé qu'ils préfèrent appeler leur médecin par leur prénom, comparé à d'autres qui préfèrent appeler leurs patients par leur nom de famille en fait. Ce n'est donc pas une règle universellement acceptée que vous devez vous adresser à votre médecin par son nom de famille. Il est même plus fort probable qu'il lui ait permis en fait de l'appeler par son prénom parce que voilà, il essayait d'être poli et de s'accommoder en fait à elle pour qu'elle soit plus à l'aise. Donc un médecin qui fait des efforts pour s'adapter aux préférences de ses patients n'est pas la preuve qu'il essaye de les manipuler. C'est juste la preuve qu'il se soucie de ses patients. However, he was really smart and knew the professional lines like the back of his hand. So he would comment on my appearance, but not compliment my appearance. So I would come on screen and he would say, "Oh, you curled your hair." Or I would come on screen and he would say, "Oh, you're wearing glasses." And of course I felt seen and excited that he was noticing these things about me. I didn't realize at this time that he had feelings for me too. Alors, elle souligne aussi qu'il remarquait ses changements d'apparence. La façon dont elle dit qu'il se trahissait et révélait qu'il avait secrètement des sentiments pour elle, et la façon dont elle dit qu'il remarquait en fait ses changements de coiffure ou ses lunettes, etc. Ce qu'elle a donc interprété comme s'il essayait de la manipuler pour qu'elle porte, je sais pas, par exemple, des lunettes de ce genre, alors qu'en réalité, c'était juste sa propre préférence personnelle en matière de lunettes. Parce que comme elle a leaké les informations sur le fameux docteur, on sait désormais qu'il porte des lunettes comme elle. Et je pense même qu'elle a même fait exprès, à mon avis, hein, c'est ma théorie, de porter les mêmes styles de lunettes pour qu'ils puissent avoir un point commun désormais. Parce que de base, ce qu'elle dit, c'est qu'elle porte souvent des lentilles. Et donc, du jour au lendemain, elle s'est pointée avec des lunettes. Forcément, il sera surpris. Forcément, il va se poser des questions que « Ah, vous avez changé des lunettes. Ok, intéressant. » Et pour le cas de ses cheveux qui, soudainement, sont quittés de raides à boucler lors d'un rendez-vous, si elle se pointe avec une nouvelle coupe de cheveux qui, radicalement, n'est pas proche de son style capillaire, ça va se remarquer. C'est logique, je pense. Alors, maintenant, parlons du sujet le plus what the fuck par rapport à sa vie intime et sexuelle. La prochaine preuve qu'elle donne pour affirmer qu'il est un prédateur est qu'il lui a permis de parler de sa vie sexuelle. Et elle dit que cela lui a donné du contexte sexuel sur elle, ce qui, je suppose, elle pensait que ça l'excitait. So at my next appointment with my psychiatrist, I told him, I said, "Today we're going to talk about my intimate life." And he said, "Oh." I said, "Yes." My psychologist, my therapist, asked what your opinion on it was, and I told her that I don't talk to you about this intimate stuff because I have a crush on you. And he looked down and smiled so big in that moment. He smiled so big, and I loved it. It's so gross thinking about it. And then I proceeded to give him 30 minutes of non-stop content about my intimate life with my boyfriend. So he didn't ever ask me to give him sexual content. I did that on my own. And he just let it happen and he let me keep talking. He did not stop and redirect the conversation as a normal psychiatrist would have, right? Or an ethical one at least. Elle
croit qu'un psychiatre normal devrait détourner la conversation des sujets sexuels, mais c'est également tout simplement faux. En tant que médecin, le rôle principal des psychiatres est de diagnostiquer les troubles mentaux et ensuite de prescrire des médicaments pour ces troubles. Et beaucoup de ces médicaments ont souvent des effets secondaires sexuels. Sur l'un de ses live streams, si je m'en rappelle bien, elle a révélé qu'elle prenait du Vivance. C'est un médicament pour son TDAH. Et il est très courant que des femmes prenant du Vivance subissent des effets secondaires sexuels. Pour certaines femmes, cela peut les rendre hypersexuelles, mais pour d'autres, ça peut carrément diminuer leur libido et même rendre l'orgasme plus difficile. Donc, si vous parlez à un psychiatre dont le rôle principal est de vous prescrire des médicaments, votre vie sexuelle est incroyablement pertinente si vous subissez des effets secondaires sexuels et que cela impacte votre vie sexuelle. Raison par exemple pour laquelle il aurait dit à sa cliente, à sa patiente, donc à Kendra, de rester avec son copain malgré le fait que ça n'allait pas bien sexuellement. C'était parce qu'il se disait que peut-être c'était dû à la médicamentation qu'elle prenait et non à réellement une espèce de symbiose ou de chimie sexuelle entre eux. Cette Kendra, vraiment, elle est partie en couille et sur tous les aspects, à tous les niveaux. C'est terrible en fait. Les cliniciens sont censés encourager les patients à s'ouvrir sur leur vie sexuelle tant que c'est pertinent pour leur traitement. Et vu qu'elle a débarqué du jour au lendemain en mode « Ouais, docteur, aujourd'hui on va parler de ma vie sexuelle ». Ok, forcément, il s'est dit, probablement, ça pourrait avoir un intérêt de s'attarder sur ça, en fait, pour la résolution de ses problèmes, qui sait. Maintenant, s'il avait fait des commentaires effrayants pendant qu'elle parlait de sa vie sexuelle, ou s'il l'avait pressée de divulguer des informations sexuelles sur elle, et qu'elle ne s'était pas sentie à l'aise d'en parler, ça aurait été le comportement d'un prédateur. Sauf que ce n'a pas du tout été le cas. Il n'a fait qu'écouter, et elle était celle qui est venue avec le sujet sur la table. Donc, pour récapituler, elle l'accuse de n'avoir rien fait pour stopper le sentiment amoureux grandissant en elle, sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça, en fait, c'est dans sa tête. C'est vraiment son interprétation, son imagination, sa recomposition des faits dans sa tête. Sauf qu'en réalité, il a effectivement agi dans ce sens tout du long. Par exemple, il a arrêté de répondre à ses courriels lorsqu'elle lui envoyait des emails en dehors des heures de bureau, ce qui est très pratique et standard pour un psychiatre. Cela sert à cesser de renforcer le comportement de la cliente et à établir clairement que la relation qui les lie est strictement professionnelle et que les questions cliniques sont discutées pendant les sessions. Maintenant, quand on lit en fait la chronologie des faits, il a maintenu une certaine neutralité. S'il ne répondait pas aux avances ou aux déclarations extravagantes de Kendra, comme lorsqu'elle lui a dit qu'elle aimerait bien quitter son copain pour lui, c'était pour éviter de la nourrir en attention ou parce qu'il était en fait figé par l'inconfort du fait qu'elle le mettait dans une situation aussi délicate. Ensuite, si je ne me trompe pas, lors d'une des séances, il a eu à faire une déclaration ferme comme quoi, vous et moi, entretenons une relation professionnelle patient-médecin. Et il l'a dit selon Kendra avec un regard venimeux, sauf que c'était probablement sa façon à lui de créer en fait un mur, une distanciation, un détachement pour ne pas que cette histoire vraiment s'envenime. Et si vous en rappelez bien dans le récit, lors de leur première interaction en IRL, elle a sauté sur lui pour lui faire un câlin. Et le fait qu'il ait à peine tapoté son dos après le câlin peut être tout simplement décrit comme étant super professionnel. Et s'il est musulman, comme l'a révélé Kendra, il était pakistanais, son manque de contact pourrait être aussi lié à des tabous culturels ou religieux concernant le fait de toucher le sexe opposé à tort et à travers. Sa réaction, qui était le fait d'empêcher Kendra de le toucher à nouveau, est exactement ce qu'il aurait dû faire pour établir une limite. On constate donc qu'il y a de sérieux problèmes d'analyse et de compréhension. L'histoire de Kendra est caractérisée par des erreurs d'interprétation et des distorsions cognitives. Ce qui se passe, c'est qu'elle lie des intentions malveillantes ou romantiques dans des actions totalement neutres. Un sourire est suffisant tout d'un coup, un hochement de tête est un aveu de chimie. Son inconfort pour elle était la preuve qu'il a joué ce fantasme sexuel plusieurs fois dans sa tête. Sauf que les réactions du psychiatre, l'inconfort et le sourire sont des réactions typiques de quelqu'un qui se sent mal à l'aise et non une indication qu'il partage le même sentiment. Le hochement de tête est un signe d'écoute active, je pense, pour l'encourager à continuer à parler. Je ne vois pas en quoi hocher la tête pendant que quelqu'un parle lors d'une consultation sera en fait une sorte de validation ou je sais pas comment elle en est arrivée là. Elle accuse le psychiatre de comportement inapproprié et de franchissement de limites alors qu'elle admet elle-même essayer de le secouer intentionnellement pour en fait enfreindre ses limites, pour voir en fait s'il réagit un petit peu à ses aveux. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle attribue ses propres sentiments au psychiatre. Et cette tendance à attribuer ses intentions aux autres est un signe de projection, malheureusement. Ensuite, Kendra considère ses sentiments à elle comme de l'amour. Sauf que ses sentiments vont plus dans le sens de l'engouement,
qui est souvent considérée comme une forme de transfert dans un cadre clinique, car elle ne connaît rien de sa vie personnelle, ni de lui en tant que personne, et elle le voit seulement 30 minutes par mois. Ça ne peut pas être de l'amour. À 30 minutes par mois de conversation, ça ne peut pas être de l'amour. Ce n'est même pas des conversations. C'est elle qui s'épanche sur ses problèmes de vie. Ça ne peut pas être des conversations, si vous voyez ce que je veux dire. En substance, selon le propre témoignage de Kendra, le psychiatre n'a rien fait d'illégal ou d'immoral qui compromettrait sa licence. Les actions que Kendra perçoit comme des violations étaient soit des pratiques éthiques standards, soit des interprétations erronées basées sur ses propres distorsions cognitives et sentiments de transfert. Pour donc clarifier la distinction entre l'interprétation de Kendra et la réalité professionnelle, on pourrait comparer la situation de Kendra à un miroir déformant. Kendra regardait les actions neutres et professionnelles du psychiatre et au lieu de voir les limites éthiques de la chose, elle voit une image déformée qui reflète ses propres fantasmes et intentions projetées, transformant chaque action standard en un signe secret de réciprocité. Oui, le niveau est là. Je vous ai dit que le niveau était fort. Alors, je pense que vous, comme moi, sommes juste sur le cul après cette histoire. Après une telle histoire, en fait. Malgré les 29 parties qu'elle a fait sur son compte TikTok, elle n'a malheureusement pas fourni suffisamment de preuves pour prouver que son psychologue essayait de la manipuler. C'est vrai que cette situation tend à parfois arriver dans l'industrie médicale, où en fait des médecins profitent souvent de leurs patients. C'est réel, ça arrive. Donc, en faisant cette vidéo et en critiquant cette femme, je n'essaye pas en fait de laisser entendre que le problème n'est pas réel. Mais lorsque Kendra fait ce genre de TikTok, prétendant être une victime alors que n'importe qui avec du bon sens constatera que ce n'est pas le cas, cela peut devenir plus difficile pour les vraies victimes de se manifester. Mais surtout le souci que j'ai vraiment avec cette histoire, c'est le fait qu'à aucun moment, Kendra en fait ne s'est assis pour en fait questionner son propre comportement, ses propres agissements, ses conclusions, ses spéculations, ses hypothèses. À aucun moment elle ne se dit c'est peut-être en train d'aller un petit peu trop loin cette histoire. Elle se dédouane de toute responsabilité dans l'intégralité bordélique de la situation et ça me pousse à affirmer qu'au mieux, elle est vraiment instable mentalement et donc on doit lui mettre la camisole et l'enfermer. Soit au pire, elle est excessivement mal intentionnée et cherche juste à attirer l'attention sur sa personne. Mais bien évidemment, c'est toujours d'une manière franchement questionnable. Dans tous les cas, il y a deux réactions face à ce genre d'histoire. Soit vraiment on se fend la poire et on en rigole jusqu'à pas d'heure, soit on en ressort avec des maux de tête. Et dans mon cas, j'ai eu les deux. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires sans oublier de faire les gestes qui sauvent, le like, le partage, de vous abonner et bien sûr de booster la vidéo. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!